nous, on a prouvé qu'avec l'intelligence artificielle, on pouvait multiplier par 2,5 à 3 la production à l'hectare. Donc, si on mange 6 mois de la planète en un an, on aurait peut-être 18 mois, on pourrait faire des réserves. Donc, il faut aussi arrêter de faire rêver les gens. Il faut être pratico-pratique, c'est-à-dire de se dire, voilà, comment on peut mesurer les choses. Comment ce qui est mesurable est contrôlable, je le répète, ce qui est contrôlable est améliorable. Et comment on peut aider les agriculteurs à mieux planter, à mieux produire, etc. Et grâce à ces technologies de l'intelligence artificielle, qui anticipent la météo, qui anticipent plein de choses, en fonction... Le terroir. On va parler de terroir. Juste pour... Excusez-moi de vous interrompre. La production agricole aujourd'hui dans le monde est tout à fait capable de nourrir les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, voire est capable d'en nourrir 10 milliards. Le problème, c'est à quel prix et à quel coût. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème de production. Avec la révolution verte, la mécanisation et les engrais, notamment les engrais azotés, on a augmenté considérablement la production agricole. Et donc, on n'a pas de problème de quantité de production agricole. On a un problème de ce que ça signifie en termes d'émissions de gaz à effet de serre et en termes de pollution. Mais ça, on peut le diminuer grâce à l'intelligence artificielle aussi. On peut le diminuer nettement. L'arrosage de l'eau, on fait jusqu'à 25% d'économie minimum sur l'arrosage de l'eau. Pourquoi on regarde les besoins en eau de la plante? La plante, c'est un être vivant comme vous et moi. Ben, nous, si on boit trop, on va être allongé, on n'en peut plus. Si on ne boit pas assez, on est un stress hydrique. La plante, c'est pareil. Et donc, quand on l'arrose juste ce qu'il faut, elle est beaucoup plus performante. Goutte à goutte, et on mesure exactement. Donc, on peut faire 25%, un quart minimum. On a sur certaines cultures, c'est jusqu'à 90% d'économie d'eau. Donc, vous imaginez, déjà, rien que l'eau, qui est une denrée, c'est la vie. Et on se pose la question, je vois le pays, le Maroc, que j'aime beaucoup. Les nappes phréatiques étaient à 7 mètres, elles sont à 120 mètres aujourd'hui en moyenne. 120 mètres. Vous avez des sécheresses dans certaines régions. Tout ce qui est Maroc, Mauritanie, alors en Mauritanie on n'en parle pas, mais Mali, etc., c'est hyper sec. Attendez, j'ai pas compris, elles sont passées de combien à combien les nappes phréatiques? De 7 à 120 mètres de profondeur. D'accord. Oui, j'avais pas compris, c'était la profondeur, d'accord, je crois que c'était le... Excusez-moi. D'accord, oui. Non, profondeur. Donc vous imaginez. Ah oui, donc elles ont diminué considérablement. Et sans l'eau, il n'y a pas de vie. Hein. Oui, bien sûr. On ne produit rien. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est les solutions existent. Après, il y a la géothermie. On a toujours existé. Non, mais on va revenir sur l'exemple du Maroc et en fait de ce que fait Human AI. Donc, vous travaillez au Maroc, par exemple. Je sais que vous travaillez beaucoup en Afrique. Je sais que vous travaillez beaucoup au Moyen-Orient aussi, je crois, aux États-Unis, au Canada, vous m'avez dit. Et par exemple, au Maroc, vous travaillez sur l'eau ou vous avez l'intention de travailler sur l'eau? Tout à fait, on a 2 projets. Donc, un sur l'économie de l'eau, on fait voler les caméras pour regarder les besoins en eau de la plante. Et là, on fait de 25 à 90% d'économie d'eau selon les cultures. Donc, ça, on l'a mis en place. On a un projet Smart Water aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère les eaux grises et les eaux noires. On les fait passer... Donc, les eaux usées? Les eaux usées, oui, excusez-moi. Non. Et on les fait passer dans des bacs à sable comme des piscines, pour enlever 99% des bactéries. Et ensuite, on les met dans un étang. Alors, on les fait passer aussi à travers de la terre cuite. Donc, vous faites du recyclage d'eau? Oui, on fait du recyclage, mais on la rend potable. Que faisaient les Romains pour boire l'eau? Ils la faisaient passer à travers de la terre cuite. Et donc, l'évaporation, et ça retenait 99,9% des bactéries. Après, il se pose la question de stockage de l'eau et du transfert de l'eau. Surtout dans les périodes, oui, c'est ça. Les bactéries se prolifèrent, etc. Donc là, on a ni plus ni moins reproduit avec les roseaux, etc., un milieu naturel. Donc on récupère ces eaux qui n'étaient plus utilisables pour les rendre potables, on les stocke et on est en train de voir pour le transport avec des systèmes UV qui existent aujourd'hui, qui sont hyper performants pour transporter l'eau, etc., pour pas que les bactéries prolifèrent. Parce que ce qui est intéressant, rendre l'eau potable, c'est assez facile. La stocker, pour qu'elle reste potable, il y a des risques, puisque les bactéries se prolifèrent, etc. Et donc, le transport aussi, il y a des risques. Et donc, c'est de limiter tous ces risques-là. Et grâce à l'IA, on peut optimiser tout ce cheminement-là. On peut optimiser quelle est la pression qu'on va mettre sur la terre cuite pour optimiser le rendement, pour rendre beaucoup plus rapidement l'eau potable, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est de créer des boucles d'eau. De faire en sorte, voilà, on utilise l'eau... Alors après, donc des boucles, vous récupérez les eaux usées et puis vous remettez entre guillemets dans le circuit de l'eau potable. Absolument. Et après, il y a des... avec des pertes en ligne de quel ordre? Alors ça, on est en train de regarder, mais on est à pas 10% de pertes, si c'est optimisé. Donc c'est ça qui est intéressant. J'ai le souvenir qu'il y a des pays, l'exemple c'est Israël qui recycle 80% de son eau, ça veut dire qu'il y a 20% de pertes et ils en récupèrent 80%. Oui, après il faut comprendre pourquoi.
Donc, parce qu'il y a des eaux, elles ne vont pas forcément dans les réseaux, ce qu'on appelle, dans les réseaux de récupération, etc. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait un réseau qui recycle l'ensemble de l'eau. Oui, parce que quand vous donnez de l'eau potable, il y en a qui vont s'en servir pour arroser des plantes. Donc peut-être les 20%, c'est aussi l'arrosage. Oui. Et puis il n'y a pas besoin pour arroser les plantes d'eau potable. Absolument. Donc là, on peut voir. Gâchis, on peut tout imaginer, en fait. Et, vous voyez les chasses d'eau dans toutes nos maisons. On met de l'eau potable. C'est une hérésie. Oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais il faudrait doubler les réseaux et ça coûte très cher de doubler les réseaux. On peut peut-être faire. J'ai vu les douches à cycle d'eau, à boucle d'eau, qui sont hyper intéressantes. Et vous, avec 30 litres d'eau, vous pouvez rester presque 1 an ou 2 ans à vous laver. Et l'eau, elle est bonne, etc. Donc c'est intéressant. Donc il y a des solutions. Mais après, c'est les ambitions politiques. Vous savez, c'est toujours. Et puis les moyens, on ne peut pas investir dans tout non plus. Oui, mais si on y avait pensé, si on l'imposait de suite à ces douches-là qui sont à peine plus chères que des douches normales. Oui, alors si dans toutes les nouvelles constructions, on imposait d'avoir des douches de ce genre-là, par exemple. Mais il en va de notre responsabilité sociétale, il en va de l'avenir de nos enfants. Donc, le souci aujourd'hui, pourquoi ces douches sont plus chères? Parce qu'elles ne sont pas fabriquées en grand nombre. Si on commence à les industrialiser, je pense que les prix, on y arrivera au même. Hein. Je pense. Et après, c'est toujours une question de politique. La gestion de la cité, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on prend comme décision pour le faire? Alors, je comprends qu'il y a un constat où aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on a construit, on ne peut pas mettre la géothermie, etc. Et pourtant, on le met dans les quartiers nouveaux, parce que ça demande quand même des structures environnantes, etc. Et le réseau pour redistribuer, ça peut être le même. Donc, il faut bien réfléchir en amont, aujourd'hui, dans les constructions et dans l'avenir que l'on veut donner, transmettre à nos enfants, ce qu'on veut vraiment. Et donc, mêler toutes ces solutions qui existent, prendre les meilleures et les industrialiser pour que leur revienne le moins cher possible. Et donc Humaniaï travaille pas mal en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, si j'ai bien compris. Alors c'est une question un peu plus politique cette fois-ci, est-ce que c'est pas finalement plus facile de travailler dans des pays qui seraient un peu plus ouverts à l'innovation que la France aujourd'hui? Est-ce qu'il y a cette difficulté-là ou pas? Ce qui est intéressant... Est-ce qu'on n'est pas un peu plus sceptique ici? Bien sûr. Non, mais... Sceptique et critique. Mais ça a du bon aussi. On est dans les normes, dans tout ça, pour réguler, pour faire attention. Et je trouve que c'est bien, ça nous protège quelque part. L'avantage de l'Afrique, c'est que les solutions n'existaient pas. Et vous arrivez, il y a tout à faire. Donc, une technologie, on peut l'implémenter très rapidement. Et ça, c'est extraordinaire. Hier, l'IA, on peut le faire tourner de l'IA avec un ordinateur, un ordinateur de jeu. Pourquoi? Parce qu'il est assez puissant, etc. Nvidia vend une carte graphique super puissante. C'est le seul fabricant. Aujourd'hui, c'est le maître du monde. Sans lui, il n'y a plus d'IA. J'exagère à peine. Et donc, on voit le projet d'Elon Musk, non pas d'Elon Musk, celui d'OpenAI, Sam Altman. Donc, 7 000 milliards pour le concurrencer Nvidia. On est dans Et pourquoi pas 7 000 milliards pour essayer de sauver la planète? Enfin, je ne sais pas. On essaie de trouver des solutions à chaque fois. Je pense beaucoup au biomimétisme aussi. Dans tout ce qui est transition énergétique. Alors, c'est quoi le biomimétisme? Le biomimétisme, c'est de reproduire ce que la nature nous donne, donc les lucioles qui créent de l'énergie avec très peu de calories. C'est magique. Tout existe dans la nature. La nature ne nous a pas attendus, elle est là depuis 7 milliards d'années. Pourquoi on ne ferait pas du biomimétisme? Je crois beaucoup au biomimétisme. L'avantage de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'on peut exploiter les données d'ADN. Alors l'ADN, c'est une grande masse de données. Et on pense, et aujourd'hui, on a quasiment toutes les espèces du monde où on a leur code ADN. On a le génome de grand nombre d'espèces. Ce qu'on n'a pas encore, c'est la puissance de calcul. C'est pour ça qu'on parle du quantique. Et donc là, on pourrait reproduire la luciole. Mais comment on peut le faire avec très très peu de calories ou naturellement reproduire cette énergie? Parce que c'est un être vivant qui produit beaucoup d'énergie. En fonction de sa taille, je parle. Donc imaginez une grosse luciole ou des lucioles dans toutes les maisons. Mais alors, c'est une image que je donne, mais pour qu'on l'ait en tête, que ça éclaire, il y a des algues qui sont éclairantes, que l'on voit de plus en plus dans des villes, pour les panneaux réfractaires, pour toutes ces choses-là, etc. Il y a des solutions. On parle beaucoup dans la mer, qui aurait pratiquement toutes les solutions de l'avenir. J'y crois aussi. Et je crois que le biomimétisme va nous aider à sortir de ce CO2 que l'on produit à outrance via le pétrole, etc. Après, ce qui est intéressant aussi... avec des bactéries qui sont capables de le capter ou de le transformer. Absolument, il y a des même de le transformer en carburant, des choses comme ça. Hein. Mais tout à fait. Mais l'algue, c'est tout ce qui est être vivant peut être un carburant.
Nous, les énergies fossiles, c'est ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On mange des légumes, des fruits, des aliments c'est notre carburant. Donc, pourquoi pas reproduire ce biomimétisme-là pour comprendre? Et on n'a pas besoin de beaucoup de calories, 3000 calories par jour en moyenne. Bon, des fois, on en mange plus, des fois, on en mange moins. Je fais partie de ceux qui en mangent un peu plus, ça se voit un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que tout est dans la nature. On n'a qu'à l'observer, la comprendre et faire en sorte de la reproduire pour éviter les catastrophes que l'on connaît aujourd'hui où le réchauffement climatique, on ne peut plus le nier. Il est là, il est toujours là. Quand on voit les chaleurs qu'il fait en ce moment, j'ai pas l'impression qu'on ait eu un hiver. Hein. Non, non. Ben, on a tous la même chose. Hein. Voilà, la station de ski, il n'y a presque plus de neige, 1600 mètres, on est obligé d'aller à 2300, 2400 mètres. Donc c'est toute cette complexité-là. Et je crois vraiment que l'IA, il faut la réfléchir, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, comment on peut faire. J'ai rencontré un monsieur qui fait la société Immersion 4, où il a mis un système de water cooling, où on met ses data centers, on fait 90% d'économie. Donc de refroidissement par l'eau. Alors, c'est pas tout à fait de l'eau, c'est un liquide, mais qui permet... Des data centers pour les refroidir et éviter qu'ils dispersent trop de chaleur. Absolument. Et du coup, on utilisait beaucoup d'énergie pour des climatiseurs, pour les refroidir. Là, ça se ferait presque de manière autonome et naturelle. Donc, c'est ça qui est intéressant, la géothermie. Donc, pourquoi on ne couple pas la géothermie, l'immersion des data centers dans ce liquide, etc., pour avoir une énergie 24 heures. On ne l'a pas dit ça, mais c'est important. La géothermie, c'est 24 heures sur 24, la disponibilité. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est pas intermittent. C'est ce qui est intéressant, mais il faut le dire. Il y a des renouvelables intermittents, des renouvelables pas intermittents. Absolument. Donc, par rapport au photovoltaïque, où il n'y a pas de soleil... Alors, il y a des intermittents et aléatoires même. Tout à fait. Par exemple, l'hydraulique, c'est renouvelable. C'est intermittent en ce sens qu'on ne peut pas faire tourner les barrages tout le temps, mais ce n'est pas aléatoire, c'est-à-dire qu'on peut les faire fonctionner quand on en a besoin. Le problème de l'éolien et dans une certaine mesure du solaire, c'est qu'il est intermittent et qu'on n'est pas toujours sûr qu'il va fonctionner quand on en aura besoin. Voilà. Mais la géothermie fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Donc, je pense vraiment qu'il faut que les politiques mettent en place aussi des stratégies, parce que si on fait le calcul, ça coûte moins cher à la fin. Mais pourquoi il faut la stratégie politique? Parce que vous le disiez, les investissements de la géothermie sont importants. En revanche, sur le temps, on y gagne. Mais surtout, on va sauver notre planète. C'est ça qui est intéressant. Parce que moi, je me posais la question aujourd'hui, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Quand je vois, j'ai des amis qui me disent, je ne sais pas si on va faire d'enfants, on a peur pour eux. Non, mais on ne va pas arrêter de vivre non plus. Moi, je crois à la capacité énorme de l'humanité. Je crois que nous sommes tous avec la capacité... l'humain, dès qu'il se retrouve face au mur, il trouve des solutions.